enseignant à l'Institut Averroès Plus de Marrakech. Nous avons débuté la semaine passée l'unité de formation psychiatrie par une introduction à la psychiatrie et nous avons vu une psychose aiguë, l'accès psychotique aigu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur les psychoses. Nous allons étudier trois psychoses, la schizophrénie, nous allons étudier les troubles bipolaires et les délires chroniques. Alors, nous allons commencer par les schizophrénies. Les schizophrénies sont un groupe hétérogène de psychoses. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de schizophrénie. Elles atteignent l'adulte jeune avant 45 ans. L'âge de début, il est plus souvent vers la fin de l'adolescence, entre 16 et 25 ans. Ce sont des affections chroniques avec une potentialité évolutive, ce qui veut dire qu'elles évoluent avec le temps. L'enjeu majeur, c'est un enjeu majeur de santé publique. La prise en charge thérapeutique, elle est médico-psychosociale. Ça veut dire qu'elle va prendre à la fois des facteurs médicamenteux, des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Le diagnostic positif de la schizophrénie repose sur trois éléments importants. Premièrement, un syndrome dissociatif. Deuxièmement, un syndrome autistique. Et troisièmement, un syndrome délirant. C'est quoi ce syndrome dissociatif? Le syndrome dissociatif, c'est l'élément sémiologique central majeur des schizophrénies. C'est une dissociation des processus intrapsychiques qui vont permettre le fonctionnement mental normal. Elles sont traduites en clinique par ce qu'on appelle la discordance. Un contact dissociatif, c'est un contact qu'on appelle un contact psychotique, c'est-à-dire un contact fait de bizarreries, d'ambivalence, d'impénétrabilité. On ne peut pas pénétrer l'esprit de ce type de patient, un détachement du réel. Ces patients vivent dans un monde qui se sont créés, ils sont totalement détachés du réel. À côté du contact dissociatif, on a une désorganisation progressive de la personnalité. Alors, il y a plusieurs niveaux de dissociation que nous allons expliquer. Premièrement, la dissociation au niveau intellectuel. Nous allons commencer par les troubles de la pensée. Dans les troubles de la pensée, lors de la dissociation au niveau intellectuel, nous avons des troubles qui reflètent l'incohérence de la pensée et augmentent les difficultés de communication. On a des troubles au cours de la pensée, c'est-à-dire des barrages. Il y a des barrages à l'accessibilité à la pensée du patient. On a ce qu'on appelle le fading mental, qui est un arrêt progressif du cours de la pensée. On a aussi des stagnations de la pensée. On a d'autres troubles, comme des troubles du contenu de la pensée, c'est-à-dire ce que contient la pensée du patient. On peut avoir une ambivalence, on peut avoir des idées parasites, plusieurs idées qui viennent en même temps pendant que vous êtes en train de faire votre entretien avec le patient. On peut avoir un automatisme mental, des pensées abstraites, des stéréotypies. C'est-à-dire que le patient va dans une idée et il n'arrive pas à s'en détacher. C'est la même idée qui revient à chaque fois. Ou bien on a un appauvrissement de la pensée. Le patient n'arrive pas à développer des idées. On peut avoir aussi des troubles du langage. Dans les troubles du langage, c'est surtout soit des troubles du débit, c'est-à-dire un mutisme, le patient, il ne parle plus, il se tait, ou une suspension du discours, un monologue, le patient se parle à lui-même. On peut avoir des altérations du contenu de la pensée, des altérations de la syntaxe, c'est des réponses à côté, vous lui posez une question, il répond à autre chose, des anomalies sémantiques comme des néologismes, le patient vous crée des nouveaux mots, ou un langage pauvre, enfantin. D'autres troubles, comme les troubles du jugement, du raisonnement, le patient n'est plus rationnel, il est morbide, il a une pensée magique, il pense qu'il vit dans un monde fantastique. La dissociation au niveau du registre instinctivo-affectif. Ce sont des troubles affectifs comme l'athymornie, qui est ici une absence d'activité sociale, sexuelle, de troubles alimentaires. Il y a aussi le désintérêt affectif, le négativisme. Les troubles des émotions et des sentiments, l'ambivalence affective, des réactions affectives imprévisibles, des variabilités des expressions émotionnelles et l'impénétrabilité dans les émotions du patient.
Le troisième type de dissociation, c'est les dissociations au niveau du registre comportemental. C'est-à-dire le patient, il aura un apragmatisme, une indécision des gestes, une stéréotypie gestuelle. Il fera toujours le même geste, il va le répéter à longueur de temps. Une bizarrerie comportementale. Il peut avoir des actes hermétiques, des raptus impulsifs, des impulsions. Vous êtes en train de parler et subtilement il agite sa main, il se lève brutalement, des automutilations, des suicides étranges, ou bien des actes médicaux légaux, des agressions, par exemple, ou bien il va commettre des crimes, par exemple. Le patient peut avoir une abolie, c'est-à-dire un désintéressement de tout, il n'a envie de rien faire. Une clinophilie, c'est-à-dire pas d'envie de se lever, ou bien de se lever de son lit, ou bien des fugues pathologiques, c'est des patients qui vont disparaître de leur maison du jour au lendemain sans savoir pourquoi. On peut aussi avoir un syndrome catatonique avec une catalepsie ou bien une hyperkinésie. Le vécu dissociatif du patient. Alors, le patient va avoir plusieurs étapes dans le vécu de sa dissociation. Il aura premièrement ce qu'on appelle une dépersonnalisation. C'est un sentiment de perte de l'individualité de moi. Le patient ne se considère plus comme un individu en soi-même. Il ne se considère plus comme une personne à part entière. Qui peut alors savoir que cette dépersonnalisation peut atteindre le corps, et son intégrité, mais aussi l'identité. Le patient ne va plus reconnaître son corps ou bien plus se reconnaître comme la personne qu'il était avant. On peut avoir la déréalisation, c'est la perte de sentiment de réalité et de familiarité. À côté du syndrome dissociatif, les schizophrénies se manifestent aussi par ce qu'on appelle l'autisme. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de l'autisme, surtout chez les enfants, mais cet autisme aussi peut être marqué chez les adultes par une introversion et l'opposition au monde extérieur. Le patient va vivre à l'intérieur de lui, il ne va pas sortir vers le monde extérieur, il ne va pas s'exprimer dans le monde extérieur. Il y aura un détachement et une prédominance de la vie intérieure, une apathie importante, un apragmatisme, un désintérêt, une indifférence, une atimornie. Des conduites d'incurie, c'est-à-dire que le patient sera débraillé, il ne sera pas propre, il va négliger la prise en charge, sa prise en charge, il y aura une marginalisation et une clochardisation. Donc, on a parlé du syndrome dissociatif, de l'autisme, et maintenant, on va parler du syndrome délirant. Alors, le délire dans les schizophrénies, c'est un délire qui peut être paranoïde, c'est-à-dire une paranoïa. Le délire peut être flou, il n'est pas clair, il est non systématisé. Les thèmes délirants, ils sont variés. Ça peut être des thèmes de persécution, des thèmes de référence, des thèmes de filiation. Le patient pense que quelqu'un d'autre est son père, ou bien qu'il est le fils d'un tel, ou bien que tel autre est son fils. Ça peut être des délires de transformation corporelle. Il va croire que son pied s'est transformé en serpent, par exemple, ou bien des délires mystiques. Les mécanismes peuvent être variés, mais on note surtout des hallucinations comme mécanisme de délire. Il y a une angoisse qui va résulter de ce morcellement de son délire et il aura un grand automatisme mental et des syndromes d'influence. Ça veut dire que le patient va réagir, va agir et va penser qu'il agit parce qu'il a été influencé par une force supérieure ou bien par quelqu'un d'autre. L'évolution des schizophrénies, en général, sous traitement, on a 25% de guérison complète et 50% de phases qui vont évoluer sous forme de poussée et de rémission, c'est-à-dire le patient aura une poussée de schizophrénie pendant laquelle il va avoir des symptômes, puis il aura une disparition des symptômes et quelques temps après une poussée et après une rémission. Le traitement, en général, on peut avoir un traitement médical qui, lui, va reposer sur les neuroleptiques classiques. On a parlé aussi de la partie psychologique du traitement. On a dit que le traitement était médico-psychosocial. Dans les psychothérapies, c'est un traitement surtout de soutien, fait de conseils, de suggestions de soutien et qui va essayer d'agir sur les facteurs de stress. Ça pourra passer par des thérapies comportementales, c'est-à-dire un apprentissage des comportements sociaux utiles ou bien
des thérapies cognitives, la reconstruction, la restructuration cognitive, c'est-à-dire la restructuration de la pensée, l'autocontrôle des symptômes. On va apprendre au patient à gérer lui-même ses symptômes ou bien la résolution des problèmes interpersonnels. Donc, pour retenir, ce qu'il faut retenir dans ce cours de schizophrénie, c'est que la schizophrénie va reposer sur trois éléments importants. Le syndrome de dépersonnalisation, deuxièmement, le syndrome autistique et troisièmement, un syndrome délirant. Nous allons passer à la deuxième psychose chronique d'aujourd'hui, les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires se définissent comme une récurrence d'épisodes de manie ou d'hypomanie avec ou sans antécédents d'épisodes dépressifs. On va expliquer au fil du cours ce que ça signifie. Elle touche en général les sujets jeunes avec un risque majeur de tentative de suicide. Alors, il faut savoir que les troubles bipolaires peuvent bénéficier d'un traitement préventif que nous allons voir au fil du cours. L'âge moyen dans les syndromes bipolaires, dans les troubles bipolaires, est de 21 ans. La tranche d'âge de début est entre 15 et 19 ans. Il est rare d'avoir un syndrome bipolaire, un trouble bipolaire après 60 ans. Il faut savoir que c'est une maladie qui est compliquée à diagnostiquer. 7 patients sur 10 sont initialement mal diagnostiqués et il faut savoir qu'un patient sur 3 est à la demande de soins pendant 10 ans avant d'être correctement diagnostiqué. Il y a un énorme retard diagnostique et un énorme retard de prise en charge chez les patients présentant des troubles bipolaires. Alors, nous allons parler des troubles bipolaires 1. Au fil du cours, nous allons comprendre ce que ça veut dire trouble bipolaire 1. Nous allons parler des autres troubles bipolaires, c'est-à-dire des 2 et de 3. Le trouble bipolaire 1, c'est une récurrence d'épisodes maniaques sans accès psychotique. Comment se présente ce trouble bipolaire 1? Comment se présente cette manie dont nous avons parlé dans la définition? Premièrement, au début, c'est un début qui peut être soit brutal, soit progressif par des insomnies. Le patient va présenter des insomnies sans asthénie, c'est-à-dire des insomnies sans fatigue, un sentiment de bien-être, une modification du caractère, il aura des projets multiples, une hyperréactivité, une désinhibition. Il peut avoir des troubles de comportement à type d'agressivité. Il faudrait rechercher dans les antécédents des antécédents familiaux de troubles thymiques ou bien des troubles de l'humeur et parfois des antécédents judiciaires dans la même période de l'année. À la phase d'état, le patient va se présenter avec une tenue débraillée, une extravagance ou une hypermimie. C'est-à-dire qu'il aura une hyper-manifestation physique, faciale de ses pensées. Le contact, généralement, il est familier. Le patient, il est à l'aise, il est familier, il est ludique. C'est quelqu'un qui se croit dans un monde de jeu. Et il y a ce qu'on appelle une hypersyntonie. Le patient est très à l'aise. On a l'impression qu'il est chez lui alors que vous êtes dans un hôpital en train de l'interroger, de faire votre interrogatoire. Le langage, il se manifeste par une logorée, c'est-à-dire une émission rapide de plus de paroles. Il parle beaucoup. Le patient parle beaucoup et rapidement. Et parfois, le patient vous dit des obscénités. L'humeur, nous avons une exaltation de l'humeur, une euphorie, un optimisme, ou bien l'humeur peut être versatile et instable. Les processus intellectuels peuvent être modifiés. On aura une tachypsychie, c'est-à-dire une accélération dans la pensée. Le patient va faire beaucoup de jeux de mots, des fuites d'idées. Il est en train de parler d'un truc et puis subitement, il parle d'autre chose et puis il revient au premier et puis il parle d'autre chose, des fuites d'idées. Une attention qui est dispersée, il n'arrive pas à se focaliser sur quelque chose de précis. Il aura des idées délirantes, mégalomaniaques, des idées de grandeur et surtout, il a des projets multiples. Il a aussi ce qu'on appelle des troubles instinctuels. Il a une insomnie, il ne dort plus. Pour lui, le sommeil n'est pas important, il n'est plus important, il est relégué au second plan, mais son insomnie ne s'accompagne pas de fatigue. Il a une hyperphagie, il mange beaucoup, mais il maigrit. Une hypersexualité, il a toujours envie d'avoir des rapports sexuels tout le temps et il a des dépenses exagérées. C'est des patients qui vont dépenser tout leur argent pendant un épisode de manie. D'autres troubles de comportement, comme une hyperréactivité, une agitation, parfois une agressivité, et ce qui est important, ce qu'on a défini comme dans les psychoses au départ, le patient, il a une inconscience
totale de son trouble. Pour lui, tout va bien. Alors, nous avons d'autres types de troubles bipolaires 1, c'est des troubles bipolaires, cette fois-ci avec une dépression, des accès de dépression. D'accord? Dans ce cas, tous les degrés de l'humeur dépressive sont envisagés, c'est-à-dire on va aller de l'humeur dépressive jusqu'à la mélancolie. Dans ce cas, le début, il est progressif par des insomnies, une fatigue, contrairement à l'accès maniaque où il n'y a pas de fatigue. Dans ce cas, on aura une fatigue. Le patient, il est dépressif, donc il pleure. Il faut faire attention au début brutal, parce que dans les phases de début brutal, le patient peut directement aller à la tentative de suicide. Comme dans l'accès maniaque, il faut rechercher les antécédents familiaux. À la phase d'état, il y aura une incurie, c'est-à-dire un laisser-aller total de sa personne. Il n'y aura plus de prise en charge, il n'y aura plus de prise, le patient ne prendra plus soin de lui-même. Il y aura une prostration et une hypomimie. Contrairement à l'hypermimie, il y aura une hypomimie, c'est-à-dire des manifestations qui sont termes de la pensée. Le patient aura un faciès qui est totalement terne et triste. Le contact, il est lent. Il ne parle pas rapidement, il parle trop lentement. Il est évitant, il évite de vous regarder, il évite le contact. Le patient, il est insensible, sauf à sa propre douleur. Il est très, très affecté et il a l'impression que tout son avenir est sombre, que tout va mal pour lui. Son langage, contrairement à l'accès maniaque où il y aura une logorée, dans ce cas, il y aura un mutisme. Le patient va se taire, il va refuser de parler. Ou bien il aura un ton qui est monocorde. Il va parler d'une voix qui va sur la même note, qui va sur le même ton. Il ne va pas, par exemple, d'accélération de la voix. Il aura toujours le même ton, la même note lors de son discours. Et son discours est pauvre. Il n'aura pas plusieurs idées en même temps. Il va parler uniquement de la même chose et parler peu. L'humeur, le patient va se présenter avec des douleurs morales intenses. Il souffre, il pleure, il a des sentiments de catastrophe, il est pessimiste, il pense qu'il ne sera pas soigné et il a des idées suicidaires. Il faut faire attention aux idées suicidaires des patients. Dans la phase d'état, toujours, les processus intellectuels. Dans l'accès maniaque, on avait une tachypsychie, une accélération de la pensée. Dans la forme dépressive, on a une bradyspsychie, un ralentissement de la pensée avec des sensations pénibles de vide, un monoïdéisme, le patient est focalisé sur son idée que tout va mal, que le monde est totalement contre lui. Il aura une autodépréciation, il ne s'aime pas, il trouve qu'il n'est pas important, il trouve que sa vie n'a pas d'importance, que sa vie n'a pas d'intérêt. Il peut avoir des idées délirantes qui sont congruentes à son humeur et il n'a pas de projet d'avenir. Alors, pour les autres troubles bipolaires dont on a parlé, le trouble bipolaire 2, par exemple, c'est un état dépressif majeur. C'est des accès d'hypomanie, c'est-à-dire l'hypomanie, c'est une forme atténuée de la manie. Le patient, vous avez vu ce dont on a parlé dans la manie, c'est les mêmes symptômes qu'il va présenter dans une hypomanie, mais de façon atténuée. Dans le trouble bipolaire 3, c'est un patient qui a un état dépressif majeur avec un virage franc maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseur. En gros, votre patient, il est dans une dépression majeure avec risque de suicide et dès que vous le mettez sous antidépresseur, il devient maniaque ou hypomaniaque. On a aussi le trouble cyclotimique, c'est-à-dire c'est des accès d'hypomanie avec des accès dépressifs à caractère saisonnier. Ils vont revenir chaque fois à la même période de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire devant un trouble bipolaire? On a dit qu'il existe un traitement curatif et un traitement préventif. Dans un épisode aigu, un accès maniaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hospitaliser le patient pour sa propre sécurité et pour la sécurité des autres. Il faut le mettre sous neuroleptique et ce médicament thymorégulateur, c'est-à-dire qui vont réguler l'humeur du patient. Le traitement préventif, il a plusieurs principes. Premièrement, il faut respecter l'indication de ce traitement. Il faut la coopération du patient pour un traitement préventif. Parce que si le patient ne coopère pas, il ne prendra pas son traitement. Il faut une surveillance clinique et paraclinique. C'est une durée qui est à vie, de minimum 5 ans, mais qui peut aller jusqu'au traitement à vie. Nous utilisons plusieurs produits pour le traitement préventif, notamment le lithium et certains antiépileptiques
comme la carbamazépine ou bien d'autres comme la dépakine. Nous allons maintenant parler d'un autre trouble, d'une autre psychose qui est très fréquente en psychiatrie, c'est les délires chroniques mais non schizophréniques. Alors, c'est quoi ces délires chroniques qui sont non schizophréniques? C'est un groupe hétérogène de psychoses qui sont caractérisées par une sémiologie délirante. Il n'y aura pas de dissociation psychique comme dans la schizophrénie. La survenue, elle est surtout tardive, à partir de 35 ans. C'est une évolution chronique, ça veut dire qu'elle peut durer 6 mois. Il n'y a pas de détérioration intellectuelle. L'intellect, il est conservé. Elle est peu sensible à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'elle est peu sensible aux médicaments. Et il faut se faire attention, il y a un risque majeur d'actes médicaux légaux, soit une tentative de suicide, soit un acte envers quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle une hétéro-agressivité. D'après la classification française, les délires chroniques non schizophréniques sont répartis en 3 groupes. Premièrement, la paranoïa. Deuxièmement, les troubles hallucinatoires que nous allons traiter dans ce cours. Et troisièmement, les paraphrénies qui sont plutôt des délires imaginatifs. Nous n'allons pas en parler. Les délires paranoïaques systématisés, on peut les classer en 3 grands groupes. Premièrement, les délires passionnels. Deuxièmement, les délires d'interprétation. Et troisièmement, les délires sensitifs de relation. Les caractères sémiologiques de ces délires sont en général: le thème, il est unique, il est cohérent, il est compréhensible, il est persistant. Le mécanisme, c'est surtout l'interprétation, il est non critiquable. Alors, pour les formes cliniques, nous allons commencer par les délires passionnels. Ces délires passionnels, eux aussi, vont se diviser en 3 grands groupes: les délires éréthomaniaques, les délires de jalousie, les délires de revendication. Le délire érotomaniaque, qu'est-ce que c'est? C'est la conviction délirante d'être aimé. Votre patient est sûr que la personne sur qui se porte son délire l'aime profondément et est amoureux d'elle. Ça touche généralement les femmes de 40 à 55 ans, célibataires. L'objet du délire, c'est une personne importante, un personnage important. Elle a l'impression qu'un acteur qu'elle a vu à la télé est amoureux d'elle, ou bien un homme politique est amoureux d'elle. Ce délire érotomaniaque passe par 3 phases. Premièrement, la première phase, c'est la phase d'espoir et d'attente, avec des poursuites de l'objet aimé. La personne est sûre que tu l'aimes, elle a de l'espoir en cet amour, elle va poursuivre cette personne, si elle la connaît, si elle est dans son voisinage, va la poursuivre pour être sûre que cette personne est amoureuse d'elle. Deuxièmement, c'est la phase de dépit. Quand elle va se rendre compte que, en fait, cette personne ne l'aime pas, elle sera dans une phase de dépit et avec une possibilité de tentative de suicide ou même de suicide si la personne aimée ne reprend pas ses avances. La troisième phase, c'est la phase de rancune. Alors, il faut faire attention. Dans la phase de rancune, le patient est capable de porter des actes médicaux légaux, capable d'aller agresser la personne sur qui se porte son délire, justement parce que cette personne n'a pas répondu à ses attentes. Les délires de jalousie, c'est la conviction de l'infidélité de son conjoint. Elle va conduire à des interrogations, des filatures, des enquêtes. C'est des patients qui vont suivre leur conjoint, vont se cacher, vont essayer de découvrir pourquoi son conjoint est infidèle. C'est la potentialité agressive importante, c'est-à-dire la patiente est capable d'agresser son conjoint et d'aller même jusqu'au meurtre parce qu'elle est convaincue que son conjoint lui a été infidèle. Il faut savoir que ce délit peut être favorisé par la prise d'alcool. Le troisième délire, c'est le délire de revendication, c'est-à-dire c'est la conviction qu'on lui a fait du mal, qu'elle a subi un préjudice. Donc, il y aura des plaintes, des procès qui sont généralement sans suite parce qu'il n'y a pas de preuve que la personne ait subi un préjudice. Les délires d'interprétation systématisée, en général, c'est des délires avec des interprétations exogènes ou endogènes. C'est des délires soit de persécution, soit de préjudice. C'est parfois des mégalomanies. Le patient pense qu'il est très important, qu'il a un rôle très important à remplir. Soit c'est des délires avec un persécuteur désigné. Attention, la vie du persécuteur peut être en danger.
Pourquoi? Parce que la personne qui va se penser persécutée va tout faire pour arrêter la persécution, allant même jusqu'à causer des actes médico-légaux envers la personne dont elle pense qu'elle est persécutée. Le délire sensitif de relation. Alors, en général, c'est une personnalité sensitive avec un événement déclenchant. Les thèmes sont la persécution, l'humiliation, la culpabilité ou une interprétation et des idées de référence. Ça veut dire quoi? Tout simplement, le patient aura l'impression qu'il est persécuté ou bien que quelqu'un veut l'humilier ou bien après, il va se sentir coupable d'avoir fait quelque chose de mal. D'accord? Pour les psychoses, deuxième, les psychoses hallucinatoires chroniques, en général, le début, il est tardif. Il est souvent brutal ou bien il peut être insidieux. C'est un début qui va passer inaperçu. L'âge du début, c'est aux environs de 40 ans. Le mécanisme de la psychose hallucinatoire chronique, c'est un mécanisme qui est hallucinatoire et l'évolution peut être prolongée, mais le pronostic, il est meilleur. À la phase d'état, le patient aura surtout des hallucinations auditives. Il va entendre des voix menaçantes et des voix insultantes. Il peut avoir un syndrome d'influence, c'est-à-dire qu'il va agir sous l'influence de quelque chose. On aura aussi des hallucinations cutanées. Le patient aura l'impression qu'il a des parasites, qu'il y a du courant ou bien qu'il y a des choses qui lui touchent la peau. Les hallucinations oculaires, elles sont rares. Il est rare que le patient voit quelque chose qui n'existe pas, mais c'est possible que ça arrive. Le patient aura un automatisme mental constant, riche, chronique. Il va persévérer dans son idée délirante. Ce délire peut se manifester aussi par un délire surtout de persécution, parfois moins par un syndrome d'influence. L'évolution sans traitement, c'est des rémissions avec des moments féconds, c'est-à-dire le patient peut avoir des rémissions avec des périodes où son délire est très important. Si traitement, on peut avoir soit un enquistement du délire, c'est-à-dire un délire qui est enfermé et qui ne va pas évoluer, et donc on aura surtout des rémissions, mais pas des épisodes évolutifs. Le pronostic, il est généralement assez bon. Alors, pour le traitement de ces délires, en cas de délire paranoïaque, nous allons procéder à une hospitalisation du patient, car s'il y a une agressivité, elle va s'imposer. Il faut surtout hospitaliser le patient pour éviter des actes médico-légaux, pour éviter des risques suicidaires. Le traitement repose sur les neuroleptiques. Au cours de la psychose hallucinatoire chronique, il faut hospitaliser le patient s'il y a des troubles de comportement ou des risques médico-légaux. Le traitement repose sur des neuroleptiques, sur des antidépresseurs s'il y a une dépression et sur une psychothérapie de soutien. Au cours de la psychose hallucinatoire chronique aussi, il est indispensable de faire un bilan avant de procéder au traitement, notamment un ECG, un bilan hépatique et une NFS. C'est des bilans qui sont importants de lancer avant de commencer le traitement. Je vous remercie pour votre attention. Dans le prochain cours, nous allons entamer les névroses. Nous allons parler des névroses qui sont, qui sont beaucoup plus importantes. Quand je dis importantes, c'est en termes de nombre que les psychoses. Merci et à la prochaine.